M'a appris de précieuses leçons que je vais vous transmettre ici sous une forme dont j'apprends à anticiper l'avenir en étudiant le passé. Les États-Unis manquaient d'argent et ne remboursaient pas leurs dettes. Nous pouvons voir comment un cycle typique se déroule. Hello la communauté, dans cette vidéo, écoutons ce que Ray Dalio a à nous dire de son dernier livre, Principes pour faire face à l'évolution de l'ordre mondial. Il fait un résumé animé et très instructif de ce livre en 40 minutes. La vidéo a été traduite de l'américain. Dans les 18 premières minutes, il explique l'essentiel du grand cycle de la montée et du déclin des nations à travers le temps, et où nous nous situons actuellement dans ce cycle. Puis il montre comment le deuxième cycle a fonctionné au cours des 500 dernières années d'histoire. J'espère que vous allez apprécier. Pour m'encourager à faire d'autres vidéos de la sorte, mettez tout de suite un j'aime, et surtout abonnez-vous à cette chaîne. L'ordre mondial en mutation. Les temps à venir seront radicalement différents de ceux que nous avons connus au cours de nos vies, bien que similaires à de nombreux égards. Comment puis-je le savoir? Parce qu'ils l'ont toujours été. Au cours de mes quelques 50 années d'investissement macroéconomique mondial, j'ai appris à la dure que les événements les plus importants qui me surprennent les faits parce qu'ils ne se sont jamais produits dans ma vie. Ces surprises douloureuses m'ont amené à étudier les 500 dernières années d'histoire pour des situations similaires, où j'ai vu qu'elles s'étaient effectivement produites plusieurs fois auparavant avec les hauts et les bas des Hollandais, Britanniques et les empires américains. Et chaque fois qu'il le faisait, c'était un signe de l'évolution de l'ordre mondial. Cette étude m'a appris de précieuses leçons que je vais vous transmettre ici sous une forme détaillée. Vous pouvez trouver la version complète dans mon livre intitulé Les principes pour faire face à l'évolution de l'ordre mondial. Permettez-moi de commencer par l'histoire qui m'a amené à ce point sur la façon dont j'apprends à anticiper l'avenir en étudiant le passé. En 1971, alors que j'étais jeune commis à la bourse de New York, les États-Unis manquaient d'argent et ne remboursaient pas leurs dettes. C'est exact. Les États-Unis ont manqué d'argent. Comme à l'époque, l'or était la monnaie utilisée dans les transactions entre les pays. Le papier, l'argent, comme le dollar, étaient comme des chèques dans un chéquier en ce sens qu'ils n'avaient aucune autre valeur que celle qu'ils pouvaient échanger contre de l'or, qui était la vraie monnaie. À l'époque, les États-Unis dépensaient beaucoup plus d'argent qu'ils n'en gagnaient en utilisant beaucoup plus de ces chèques en papier-monnaie qu'ils n'avaient d'or en banque à échanger contre eux. Au fur et à mesure que les gens transformaient ces chèques en banque contre de l'argent en or, la quantité d'or aux États-Unis a commencé à diminuer. Il est vite devenu évident que les États-Unis ne pourraient pas tenir leurs promesses pour tout le papier-monnaie existant. Alors les gens qui détiennent des dollars se précipitent pour les échanger avant que l'or ne soit épuisé. Reconnaissant que nous allions manquer d'argent réel le dimanche soir 15 août, le président Nixon est allé à la télévision pour dire au monde que les États-Unis rompaient leur promesse de laisser les gens échanger leurs dollars contre de l'or. Bien sûr, il ne l'a pas dit ainsi. Il l'a dit plus diplomatiquement sans préciser que les États-Unis faisaient défaut. La force de la monnaie d'un pays est basée sur la force de l'économie de ce pays. Et l'économie américaine est de loin la plus forte du monde. En conséquence, j'ai ordonné au secrétaire au Trésor de prendre les mesures nécessaires pour défendre le dollar contre les spéculateurs. J'ai ordonné au secrétaire Condley de suspendre temporairement la convertibilité du dollar en or ou en autres actifs de réserve, sauf dans des montants et conditions déterminés comme étant dans l'intérêt de la stabilité monétaire et dans le meilleur intérêt des États-Unis. J'ai regardé avec admiration réaliser cet argent comme nous l'avions compris. Ça se terminait. Manque de ressources.
Je m'attendais à ce que le marché boursier plonge le lendemain. Je suis donc arrivé tôt sur le marché pour me préparer lorsque la cloche d'ouverture a sonné. Ce fut un grand désordre, mais pas le genre auquel je m'attendais. Le marché était en hausse et a continué à augmenter, près de 25%, ce qui m'a surpris, car je n'avais jamais connu de dévaluation monétaire auparavant. Quand j'ai creusé dans l'histoire, j'ai constaté que la même chose s'était produite en 1933 et avait exactement le même effet. Ensuite, les dollars en papier étaient également liés à l'or, dont les États-Unis manquaient, car ils dépensaient plus de chèques en papier-monnaie qu'ils n'avaient d'or à échanger contre eux. Et le président Roosevelt a annoncé à la radio qu'il romprait la promesse du pays d'échanger des dollars contre de l'or. C'est alors que j'ai publié la proclamation pour un jour férié. Et ce fut la première étape de la reconstruction par le gouvernement de notre tissu financier et économique. La deuxième étape jeudi dernier a été la législation adoptée rapidement et patriotiquement par le Congrès, confirmant ma proclamation et élargissant mes pouvoirs afin qu'ils deviennent possibles, compte tenu de l'exigence de temps, de prolonger le jour férié et de lever progressivement l'interdiction de ce jour férié dans les jours à venir. Cette loi autorisait également le fait, dans les deux cas, de rompre le lien avec l'or nous permettant de continuer à dépenser plus que ce que nous gagnions simplement en imprimant plus de dollars papier. Puisqu'il y a eu une augmentation du nombre de dollars sans augmentation de la richesse du pays, la valeur de chaque dollar a chuté. À mesure que ces nouveaux dollars entraient sur le marché sans une cause qui répondait à une augmentation de la productivité, ils sont allés acheter beaucoup d'actions, d'or et de matières premières, et donc faire monter leur prix. Au fur et à mesure que j'étudiais l'histoire, j'ai vu que la même chose s'était produite de très nombreuses fois auparavant. J'ai vu que depuis le début des temps, quand le gouvernement dépensait beaucoup plus qu'il ne recevait en impôts, que les conditions se sont détériorées. Ils n'avaient plus d'argent et ils en avaient besoin de plus. Alors ils ont imprimé plus. Beaucoup plus. Ce qui a fait sa pleine valeur et a fait grimper les prix de presque tout, y compris les actions, l'or et les matières premières. C'est à ce moment-là que j'ai appris pour la première fois le principe selon lequel, lorsque la Banque centrale imprime beaucoup d'argent pour soulager une crise, achetez des actions, de l'or et des matières premières, car leur valeur augmentera et la valeur du papier-monnaie diminuera. Cette impression d'argent est également ce qui s'est passé en 2008 pour soulager la crise de la dette liée aux prêts hypothécaires et en 2020 pour soulager la crise économique provoquée par la pandémie. Et cela arrivera presque certainement dans le futur. Je vous suggère donc de garder ce principe à l'esprit. Ces expériences m'ont donné un autre principe, qui est, afin de comprendre ce qui vous arrive, vous devez comprendre ce qui s'est passé avant vous. Ce principe m'a amené à étudier comment la bulle des années folles a tourné en dépression des années 1930, qui m'a donné les leçons qui m'ont permis d'anticiper et de profiter de la bulle de 2007. Tournant en éclatement en 2008. Toutes ces expériences m'ont amené à développer un besoin presque instinctif de regarder vers le passé pour des choses similaires, pour apprendre à gérer l'avenir. Bien. Changement d'ordre. Au cours des dernières années, 3 grandes choses qui ne s'étaient pas produites de mon vivant m'ont incité à faire cette étude. Premièrement, les pays n'avaient pas assez d'argent pour payer leurs dettes, même après avoir ramené les taux d'intérêt à zéro. Alors leurs banques centrales ont commencé à imprimer beaucoup d'argent pour le faire. Deuxièmement, de grands conflits internes émergent en raison des écarts croissants de richesse et de valeur.
Cela s'est manifesté par le populisme politique et la polarisation entre la gauche qui veut redistribuer les richesses et la droite qui veut défendre ceux qui détiennent la richesse. Troisièmement, cela augmente les conflits externes entre une puissance montante et la puissance dominante, comme c'est actuellement le cas avec la Chine et les États-Unis. Alors je regarde en arrière. J'ai vu que tout cela s'était déjà produit à de nombreuses reprises et avait presque toujours entraîné des changements de direction locale et mondiale. La dernière fois que cette séquence s'est produite était de 1930 à 1945. Qu'est-ce qu'un ordre, vous pourriez demander? C'est un système de gouvernance pour les gens qui traitent les uns avec les autres. Il existe des règles internes pour gouverner dans les pays généralement énoncées dans les constitutions. Et il existe un ordre mondial pour gouverner entre les pays, généralement défini dans les traités. Les règles internes changent à des moments différents de l'ordre mondial à l'intérieur ou entre les pays. Ces ordres changent généralement après les guerres. La guerre civile dans les pays. Guerres internationales entre pays. Ils se produisent lorsque de nouvelles forces révolutionnaires vainquent des ordres vieux et faibles. Par exemple, l'ordre interne des États-Unis a été établi dans la Constitution en 1789 après la Révolution américaine, et il est toujours en vigueur aujourd'hui, même après la guerre civile américaine. La Russie s'est débarrassée de son ancien ordre et en a établi un nouveau avec la Révolution russe de 1917 qui s'est terminée en 1991 par une révolution relativement sans effusion de sang. La Chine a commencé son ordre interne actuel en 1949 lorsque le Parti communiste chinois a remporté la guerre civile. Vous avez compris. L'ordre mondial actuel, communément appelé l'ordre mondial américain formé après la victoire des Alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les États-Unis sont devenus la puissance mondiale dominante, il a été défini dans des accords et des traités sur le fonctionnement de la gouvernance mondiale et des systèmes monétaires en 1944. Le nouveau système monétaire mondial a été défini dans l'accord de Bretton Woods et a établi le dollar comme la principale monnaie de réserve au monde. Une monnaie de réserve est une monnaie communément acceptée dans le monde. Et en avoir une est un facteur clé pour qu'un pays devienne l'empire le plus riche et le plus puissant. Avec une nouvelle puissance dominante et un système monétaire établi, un nouvel ordre mondial commence. Ces changements ont lieu dans un cycle intemporel et universel que je nomme gros cycle. Je vais commencer par un bref aperçu. Puis vous donner une version plus complète. Puis vous diriger vers mon livre, si vous en voulez plus. Alors que j'étudiais les 10 empires les plus puissants au cours des 500 dernières années et les 3 dernières monnaies de réserve, cela m'a guidé à travers la montée et le déclin de l'empire hollandais et du guilder. L'empire britannique et la livre, la hausse et la baisse précoce de l'empire des États-Unis avec le dollar. Et la montée de l'empire chinois et de sa monnaie, ainsi que la montée et le déclin des empires espagnols, allemands, français, indiens, japonais, russes et ottomans, ainsi que leurs conflits importants. Tels que mesurés dans ce tableau. Pour mieux comprendre les schémas de la Chine, j'ai également étudié l'ascension et la chute des dynasties chinoises et de leur argent jusqu'à l'an 600. Car regarder toutes ces mesures à la fois peut prêter à confusion. Tous se concentrent sur les 4 plus importants, les Hollandais, les Britanniques, les Américains et les Chinois. Vous remarquerez rapidement le motif. Simplifions maintenant l'idée formelle. Comme vous pouvez le voir, ils se sont produits dans des cycles qui se chevauchaient et qui ont duré environ 250 ans avec des périodes de transition de 10 à 20 ans entre eux. En règle générale, ces transitions ont été des périodes de grands conflits car les principales puissances ne déclinent pas sans se battre. Alors comment est-ce que je mesure la puissance d'un empire? Dans cette étude, j'ai utilisé 8 métriques. La mesure de la puissance totale de chaque pays est dérivée en faisant la moyenne entre eux.
Ce sont l'éducation, l'inventivité et la compétitivité du développement technologique sur les marchés mondiaux, la production économique, la part du commerce mondial, la force militaire, la puissance de leur place financière pour les marchés de capitaux et la force de leur monnaie en tant que monnaie de réserve. Parce que ces pouvoirs sont mesurables, nous pouvons voir à quel point chaque pays est fort et l'était dans le passé, et s'il décline ou non. En examinant les séquences de nombreux pays, nous pouvons voir comment un cycle typique se déroule. Et parce que tout cela peut être déroutant, nous pouvons le simplifier un peu pour nous concentrer sur le schéma des relations de cause à effet qui entraînent la montée et le déclin d'un empire typique. Comme vous pouvez le voir, une meilleure éducation conduit généralement à un développement accru de l'innovation et de la technologie, et avec un décalage, à l'établissement de la monnaie comme monnaie de réserve. Vous pouvez également voir que ces forces ont ensuite décliné, dans un ordre similaire renforçant le déclin de l'autre. Examinons maintenant la séquence typique d'événements qui se déroule à l'intérieur d'un pays qui produit ces hausses et déclins. En un mot, le grand cycle commence généralement après un conflit majeur. Souvent, une guerre établit la nouvelle puissance dirigeante et le nouvel ordre mondial. Parce que personne ne veut contester ce pouvoir, une période de paix et de prospérité suit généralement. Au fur et à mesure que les gens s'habituent à cette paix et à cette prospérité, ils parient de plus en plus dessus en continuant d'emprunter de l'argent pour le faire, ce qui conduit finalement à une bulle financière. La part du commerce de l'Empire augmente, et lorsque la plupart des transactions sont effectuées dans sa devise, celle-ci devient une devise de réserve, ce qui entraîne encore plus d'emprunts. En même temps, cette prospérité accrue distribue inégalement la richesse. Ainsi, l'application de richesse se développe généralement entre les riches nantis et les pauvres n'ont rien. Finalement, la bulle financière éclate, ce qui conduit à l'impression d'argent. Et un conflit interne accru entre les riches et les pauvres, ce qui conduit à une certaine forme de révolution à redistribuer. Eh bien, cela peut se produire pacifiquement ou sous forme de guerre civile. Alors que l'Empire se débat avec ce conflit interne, sa puissance diminue par rapport à des puissances extérieures rivales en augmentation. Lorsqu'une nouvelle puissance montante devient suffisamment forte pour rivaliser avec la puissance dominante qui connaît des pannes internes, des conflits externes. Le plus souvent, les guerres se déroulent à partir de ces guerres internes et externes, viennent de nouveaux gagnants et perdants. Ensuite, les gagnants se réunissent pour créer le nouvel ordre mondial. Et le cycle recommence. En regardant en arrière, j'ai vu que ces relations de cause à effet conduisaient les cycles de montée et de déclin jusqu'à l'Empire romain. J'ai vu comment les histoires de chacun de ces cycles se sont mélangées avec d'autres avant, pendant et après, de la même manière que chaque histoire individuelle se mélange avec les autres, pour créer l'histoire épique de 500 ans. C'est notre histoire collective. Et comme les cycles de la vie humaine, il n'y en a pas deux exactement identiques, mais la plupart sont similaires. Ils sont motivés par des relations logiques de cause à effet qui progressent à travers les étapes de la naissance à la force et de la maturité à la faiblesse et déclinent inévitablement. Cependant, cela revient à dire que le cycle de vie d'une personne dure en moyenne 80 ans sans reconnaître que beaucoup sont beaucoup plus courts et beaucoup plus longs. Alors que l'âge peut être un bon indicateur de la longévité future. Une meilleure façon est de regarder les indicateurs de santé. On peut le faire avec les empires et leurs signes vitaux. J'ai découvert qu'en observant les indicateurs de changement de pouvoir, j'étais capable de voir à quel stade se trouvait un pays, ce qui m'aidait à anticiper ce qui allait probablement arriver ensuite. Maintenant, je vais vous expliquer plus en détail le grand cycle. Donnez-moi 20 minutes, et je vais vous donner les 500 dernières années d'histoire et vous montrer les modèles similaires à travers les Pays-Bas, les Britanniques et Empire chinois. 500 ans de grand cycle.
Je vais décrire le cycle typique en le divisant en 3 phases. La montée, le sommet et le déclin. La montée. Les nouveaux ordres réussis qui s'élèvent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur sont généralement lancés par de puissants dirigeants révolutionnaires qui font 4 choses. Premièrement, ils raffermissent le pouvoir en gagnant plus de soutien que l'opposition. Deuxièmement, ils consolident le pouvoir en convertissant, en affaiblissant ou en éliminant l'opposition, pour qu'ils ne se mettent donc pas en travers de leur chemin. Troisièmement, ils établissent des systèmes et des institutions qui font que le pays fonctionne bien. Et quatrièmement, ils choisissent bien leurs successeurs, ou créent des systèmes qui le font, car un grand empire nécessite de nombreux grands dirigeants sur plusieurs générations à ce stade, peu de temps après avoir remporté le combat. Il y avait généralement une période de paix et de prospérité croissante, car le leadership est clairement dominant et bénéficie d'un large soutien. Donc personne ne veut le combattre. Au cours de cette phase, les dirigeants du pays doivent concevoir un excellent système pour augmenter la richesse et la puissance du pays, avant tout pour être grands. Ils doivent avoir une éducation solide, qui ne consiste pas seulement à enseigner des connaissances et des compétences, mais également un sens civique et une éthique de travail. Celles-ci sont généralement enseignées dans les écoles familiales et les institutions religieuses qui assurent un respect sain des règles et des lois, de l'ordre au sein de la société, une faible corruption et leur permettent de s'unir derrière un objectif commun et de bien travailler ensemble. Ce faisant, ils passent de plus en plus de la production de produits de base à l'innovation et à l'invention de nouvelles technologies. Par exemple, les Néerlandais se sont levés pour vaincre l'empire des Habsbourg et sont devenus superbement éduqués. Ils sont devenus si inventifs qu'ils ont inventé un quart de toutes les inventions majeures du monde, dont la plus importante était l'invention de navires capables de voyager à travers le monde pour collecter de grandes richesses et l'invention du capitalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui pour financer ces voyages. Comme tous les grands empires, ils améliorent leur pensée en s'ouvrant à la meilleure pensée du monde. En conséquence, les habitants du pays deviennent plus productifs et plus compétitifs sur les marchés mondiaux, ce qui se traduit par leur production économique croissante et leur part croissante du commerce mondial. Vous pouvez voir cela se produire. Maintenant, comme les États-Unis et la Chine sont à peu près comparables à la fois dans leurs productions économiques et leur part du commerce mondial. Comme les pays commercent, plus globalement, ils doivent protéger leurs routes commerciales et leurs intérêts étrangers contre les attaques. Ainsi, ils développent une grande force militaire. S'il est bien mené, ce cercle vertueux conduit à une forte croissance des revenus, qui peut être utilisé pour financer des investissements dans l'éducation, les infrastructures et la recherche et le développement. Ils doivent également développer des systèmes pour inciter et autonomiser ceux qui ont la capacité de fabriquer ou de prendre des initiatives. Dans tous ces cas, les empires les plus prospères ont utilisé une approche capitaliste pour développer des entrepreneurs productifs. Même la Chine, qui est dirigée par le Parti communiste chinois, utilise la forme de cette approche capitaliste. Deng Xiaoping, interrogé à ce sujet, a déclaré que peu importe qu'il s'agisse d'un chat blanc ou d'un chat noir tant qu'il attrape des souris et qu'il est glorieux d'être riche pour le faire. Eh bien, ils doivent développer leur marché de capitaux, et surtout leur marché de prêts obligataires et boursiers qui permettent aux gens de convertir leur épargne en investissement pour financer l'invention et le développement. Et partager les succès de ceux qui font de grandes choses. Les Néerlandais ont créé la première société cotée en bourse. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales est le premier marché boursier à être financé, qui faisait partie intégrante du système qui a produit une richesse et un pouvoir massif. Comme une conséquence naturelle, les plus grands empires ont développé les principaux centres financiers mondiaux pour attirer et distribuer le capital mondial. Amsterdam était le centre financier du monde lorsque les Néerlandais étaient prédominants.
Londres, lorsque les Britanniques étaient au pouvoir, New York l'est maintenant, et la Chine développe rapidement ses centres financiers. Plus important encore, les capitalistes, le gouvernement et l'armée doivent travailler ensemble. Non seulement les Néerlandais travaillaient bien ensemble, mais ils ne faisaient qu'un. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales était un monopole commercial du gouvernement et disposait de sa propre armée officiellement faite pour se rendre sur les marchés mondiaux pour créer et prendre des richesses. Les Britanniques ont suivi avec la Compagnie britannique des Indes orientales et avaient une coordination similaire de leurs affaires gouvernementales et de leurs opérations militaires. Le complexe militaro-industriel américain a emboîté le pas, tout comme le système chinois. Aujourd'hui, à mesure que le pays devient le plus grand empire commercial international, ses transactions peuvent être payées avec sa monnaie, ce qui en fait le moyen d'échange mondial préféré. Et parce que leur monnaie est si largement acceptée et fréquemment utilisée, les gens du monde entier veulent y épargner, ce qui en fait la réserve de richesse préférée. Et donc la principale monnaie de réserve au monde. Le guilder était la principale monnaie de réserve du monde. Lorsque les Néerlandais étaient en tête, la livre était lorsque les Britanniques étaient en tête. Et le dollar a été depuis la domination américaine. Naturellement, la monnaie chinoise est de plus en plus utilisée comme monnaie de réserve. Avoir une monnaie de réserve permet à l'Empire d'emprunter plus que les autres pays. Cet avantage est énorme. Pensez-y, les gens du monde entier sont impatients d'épargner et donc de redonner leur monnaie à l'Empire. Dans les pays sans réserve, la monnaie n'a pas ce pouvoir. Et quand l'Empire sera à court d'argent? Souvenez-vous des États-Unis en 1971. Ils peuvent toujours imprimer plus. Le privilège exorbitant offert par la monnaie de réserve de l'Empire entraîne une augmentation des emprunts et le début d'une bulle financière. Cette série de relations de cause à effet conduit à des puissances financières, politiques et militaires qui se soutiennent mutuellement, renforcées par le pouvoir d'emprunt d'une réserve financière étalée de pair. Depuis le début de notre histoire, tous les empires qui sont devenus les plus puissants du monde ont suivi ce chemin vers le sommet. Alors que dans la phase supérieure, la plupart de ces souches sont maintenues, les fruits de leur succès sont généralement les germes de leur déclin, car les habitants de ces pays riches et puissants gagnent plus. Cela les rend plus chers et moins compétitifs par rapport aux personnes d'autres pays qui sont prêtes à travailler pour moins. En même temps, les gens dans d'autres pays copient naturellement les méthodes et les technologies de la puissance dominante, ce qui réduit encore la compétitivité des puissances dominantes. Par exemple, les constructeurs de navires britanniques avaient des travailleurs moins chers que les constructeurs de navires néerlandais, ils ont donc embauché des designers néerlandais pour concevoir de meilleurs navires construits par des travailleurs britanniques moins chers, les rendant plus compétitifs, ce qui a conduit les Britanniques au sommet et les Néerlandais à décliner. De plus, à mesure que les gens s'enrichissent, ils ont tendance à ne pas travailler aussi dur. Ils aiment plus les loisirs, poursuivent les choses les plus raffinées et les moins productives de la vie et, à l'extrême, deviennent des valeurs décadentes, changent de génération en génération lors de l'ascension vers le sommet, de ceux qui ont dû se battre pour atteindre la richesse et le pouvoir à ceux qui en ont hérité. Ils sont moins endurcis au combat, imprégnés de luxe et habitués à la vie facile, ce qui les rend plus vulnérables aux défis de l'âge d'or de l'Empire hollandais. Et l'ère victorienne de l'Empire britannique. Nous sommes dans cette période de prospérité élevée comme celle-ci. À mesure que les gens s'habituent à bien faire, ils parient de plus en plus sur les bons moments qui continuent. Et emprunter de l'argent pour le faire, ce qui se transforme en bulle financière. Naturellement, les gains financiers sont inégaux. Alors l'écart de richesse grandit.
les écarts de richesse se renforcent d'eux-mêmes parce que les riches utilisent leurs plus grandes ressources pour renforcer leur pouvoir. Par exemple, ils accordent de plus grands privilèges à leurs enfants comme une meilleure éducation, et ils influencent le système politique à leur avantage. Cela provoque des écarts de valeur, de politique et d'opportunités entre les riches qui ont et les pauvres qui n'en ont pas. Ceux qui sont moins bien nantis estiment que le système est injuste. Alors les ressentiments grandissent. Mais tant que le niveau de vie de la plupart des gens continue d'augmenter, ces écarts et ces ressentiments ne dégénèrent pas en conflit. Avoir la monnaie de réserve mondiale conduit inévitablement à emprunter de manière excessive et contribue au pays, en accumulant des dettes importantes auprès de prêteurs étrangers. Bien que cela stimule le pouvoir d'achat à court terme, cela affaiblit la santé financière du pays et affaiblit la monnaie à long terme. En d'autres termes, lorsque les emprunts et les dépenses sont forts, l'empire apparaît très fort. Mais ses finances sont, de fait, fragilisées. L'emprunt soutient la puissance du pays au-delà de ses fondamentaux en finançant à la fois la surconsommation intérieure et les conflits militaires internationaux nécessaires au maintien de l'empire. Inévitablement, le coût d'entretien et de défense de l'empire devient supérieur aux revenus qu'il rapporte. Donc avoir un empire devient non rentable. Par exemple, l'empire néerlandais s'est étendu à travers le monde et a fait la guerre après une guerre de plus en plus coûteuse avec les Britanniques et d'autres puissances européennes pour protéger son territoire et ses routes commerciales. L'empire britannique est également devenu massif, bureaucratique et a perdu ses avantages concurrentiels à mesure que des rivaux émergeaient, en particulier l'Allemagne, menant à une course aux armements de plus en plus coûteuse et à la guerre mondiale. Les États-Unis ont dépensé environ 8 billions de dollars pour les guerres étrangères et leurs conséquences depuis le 11 septembre. Et des billions de plus pour d'autres opérations militaires et pour le soutien et les bases militaires dans 70 pays. Et il ne dépense toujours pas assez pour soutenir sa concurrence militaire avec la Chine, la région autour de la Chine. Dans ce cycle, les pays les plus riches finissent par s'endetter davantage en empruntant aux pays pauvres qui épargnent davantage. C'est l'un des premiers signes d'un changement de pouvoir concernant la richesse. Cela a commencé aux États-Unis dans les années 1980, alors qu'ils avaient un revenu par habitant 40 fois supérieur à celui de la Chine et qu'ils ont commencé à emprunter aux Chinois qui voulaient épargner en dollars parce que le dollar était la monnaie de réserve mondiale. De même, les Britanniques empruntent beaucoup d'argent à leurs colonies beaucoup plus pauvres. Et les Néerlandais ont fait de même à leur apogée. Si l'Empire commence à manquer de nouveaux prêteurs, ceux qui détiennent leur monnaie commencent à chercher à vendre et à sortir, plutôt qu'à acheter. Économiser, prêter et entrer. Et la force de l'Empire commence à décliner. Le déclin. Le déclin vient de la faiblesse économique interne ainsi que des combats internes ou des combats externes coûteux, ou les deux. Typiquement, le déclin vient progressivement, puis, très soudainement. Lorsque les dettes deviennent très importantes et qu'il y a un ralentissement économique, et que l'Empire ne peut plus emprunter l'argent nécessaire pour rembourser ses dettes, la bulle financière éclate. Cela crée de grandes difficultés intérieures et oblige le pays à choisir entre faire défaut sur ses dettes ou imprimer beaucoup de monnaie. Il choisit toujours d'imprimer beaucoup de monnaie. D'abord progressivement, puis massivement. Qui dévalue la monnaie et augmente l'inflation. Pour les Hollandais, ce fut la crise financière provoquée par les excès financiers et le fait de payer la 4e guerre anglo-néerlandaise. De même, pour les Britanniques, ils payaient ces excès financiers et ces dettes des 2 guerres mondiales. Et pour les États-Unis, il y a eu 3 cycles de boom et de récession du financement de la dette depuis les années 90, la Banque centrale intervenant à chaque fois avec des mesures plus fortes. Quand le gouvernement a des problèmes pour se financer quand il y a de mauvaises conditions économiques. Et le niveau de vie de la plupart des gens est en baisse.
Et il y a de grandes valeurs de richesse et des écarts politiques, les conflits internes entre les riches et les pauvres, ainsi que les différents groupes ethniques, religieux et raciaux augmentent considérablement. Cela conduit à l'extrémisme politique qui se manifeste comme un populisme de gauche ou de droite. Ceux de gauche cherchent à redistribuer la richesse tandis que ceux de droite cherchent à maintenir la richesse entre les mains des riches. En règle générale, pendant ces périodes, les impôts sur les riches augmentent. Et lorsque les riches craignent que leur richesse et leur bien-être leur soient enlevés, ils se déplacent vers des lieux, des actifs et des devises. Ils se sentent plus en sécurité dans ces lieux, réduisent les recettes fiscales de l'Empire, ce qui conduit à un processus classique d'évidement auto-entretenu. Quand la fuite des richesses devient suffisamment grave, les gouvernements l'interdisent, ceux qui cherchent à sortir commencent à paniquer. Ces conditions turbulentes sapent la productivité, ce qui réduit le gâteau économique et provoque davantage de conflits sur la manière de répartir les ressources en diminution. Des dirigeants populistes émergent des deux côtés et se sont engagés à prendre le contrôle et à rétablir l'ordre. C'est à ce moment-là que la démocratie est la plus contestée, car il s'agissait de contrôler l'anarchie. Et c'est à ce moment-là que le passage à un leader populiste fort qui mettra de l'ordre dans le chaos est le plus probable alors que le conflit dans le pays s'intensifie. Cela conduit à une forme de révolution ou de guerre civile pour redistribuer la richesse et imposer les grands changements nécessaires. Cela peut être pacifique et maintenir l'ordre existant. Mais c'est plus souvent violent et changeant. Par exemple, la révolution Roosevelt pour redistribuer les richesses a été relativement pacifique et a maintenu l'existant interne. Alors que la Révolution française, la Révolution russe et la Révolution chinoise ont été beaucoup plus violentes et conduit à de nouveaux ordres internes. Ce conflit interne rend l'Empire faible et vulnérable aux rivaux externes qui, voyant cette faiblesse intérieure, sont plus enclins à le monter. Cela augmente le risque d'un grand conflit international, surtout si le rival a construit une armée comparable pour se défendre, et se défendre contre les rivaux nécessite de grandes dépenses militaires, ce qui doit se produire alors que les conditions économiques intérieures se détériorent et que l'Empire peut le moins se le permettre. Puisqu'il n'y a pas de système viable pour régler pacifiquement les différends internationaux. Ces conflits sont rapidement résolus par des tests de pouvoir. Alors que des défis plus audacieux sont lancés, l'Empire en tête est confronté au choix difficile de combattre ou de battre en retraite, et perdre est le pire des résultats. Mais battre en retraite est mauvais aussi, car il montre un renfort du rival et signale que l'Empire est faible pour les pays qui se demandent de quel côté être. Les mauvaises conditions économiques ont provoqué plus de combats pour la richesse et le pouvoir, ce qui conduit inévitablement à une sorte de guerre. Les guerres sont terriblement coûteuses en même temps. Elles produisent les glissements tectoniques qui réalignent les nouvelles eaux. Aux nouvelles réalités de la richesse et du pouvoir dans le monde lorsque ceux qui détiennent la réserve, la monnaie et la dette de l'Empire en déclin perdent la foi et les vendent. Cela marque la fin de son grand cycle. Des quelques 750 monnaies qui existaient depuis 1700, moins de 20% existent maintenant, et toutes ont été dévaluées. Pour les Hollandais, cela s'est produit après leur défaite dans la 4e guerre anglo-néerlandaise, lorsqu'ils n'ont pas été en mesure de rembourser les dettes massives qu'ils ont accumulées pendant celle-ci. Cela a conduit à une prise d'assaut de la Banque d'Amsterdam et une vente désespérée, forçant l'impression massive d'argent, plongeant la valeur de la monnaie et l'Empire dans l'insignifiance. Pour les Britanniques, c'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, quand, malgré leur victoire, ils ne pouvaient pas rembourser les dettes massives qu'ils avaient contractées pour financer leur effort de guerre. Cela a conduit à une série d'impressions de monnaie dévalorisant la livre sterling alors que les États-Unis et dollars imposaient un nouvel ordre mondial. Au moment de cet enregistrement, les États-Unis n'ont pas encore atteint ce point alors qu'ils ont une dette massive. Ce déficit avec plus d'emprunts et d'impression d'énormes quantités d'argent frais.
la grande vente massive de dollars n'a pas encore commencé. Et bien qu'il y ait de grands conflits internes et externes qui se produisent pour toutes les raisons classiques, ils n'ont pas encore franchi la ligne pour devenir des guerres, éventuellement hors de ces conflits, qu'ils soient violents ou non, sortent de nouveaux gagnants qui se rassemblent et restructurent les perdants, dettes et systèmes politiques. Et établir le nouvel ordre mondial, puis l'ancien cycle et l'empire se terminent et le nouveau commence, et il recommence. C'est beaucoup de détails. Je viens de brosser un tableau de la façon dont le grand cycle typique se déroule. Bien sûr, tous ne se déroulent pas exactement de cette manière, mais la plupart le font tellement qu'il semble que les histoires de montée et de déclin restent essentiellement les mêmes. Et les seules choses qui changent sont les vêtements, les personnages qui les portent et les technologies qu'ils utilisent. Alors, où allons-nous ? L'avenir. La plupart des empires passent leur temps au soleil et déclinent inévitablement. Faire marche arrière est difficile, car cela demande de faire beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Mais c'est possible. En regardant ces indicateurs, il est assez facile de voir à quelle étape du grand empire on se trouve, et si son état s'améliore ou se détériore. Ce qui peut aider à estimer combien d'années il lui reste encore. Ces estimations sont imprécises et le cycle peut être prolongé si les responsables prêtent attention à leurs signes vitaux et les améliorent. Par exemple, savoir qu'une personne qui a 60 ans, à quel point elle est en forme, qu'elle fume ou non, et quelques autres signes vitaux de base. On peut estimer la longévité de la personne. On peut faire ça avec des empires aussi. Ce ne sera pas précis. Mais il sera largement indicatif et donnera des directives claires sur les mesures à prendre pour augmenter la longévité. C'est le plus souvent le cas que la plus grande guerre d'une nation est avec elle-même pour savoir si elle peut ou non prendre les décisions difficiles nécessaires pour maintenir le succès. Quant à ce que nous devons faire, cela se résume à seulement deux choses: produire plus que nous dépensons et bien nous traiter mutuellement. Toutes les autres choses que j'ai mentionnées, une solide éducation et l'inventivité compétitive, et tout le reste ne sont que des moyens d'accéder à ces deux choses. C'est facile à mesurer donc pour faire comme les gens qui veulent rester en pleine forme. Mettons-nous à la tâche et améliorons nos signes vitaux. Faisons cela individuellement et collectivement. Mon objectif de partager cette vision de la façon dont le monde fonctionne en quelques principes pour bien le gérer, est de vous aider à reconnaître où nous en sommes et les défis auxquels nous sommes confrontés, et à prendre les décisions judicieuses nécessaires pour bien naviguer ces temps. Puisqu'il y a beaucoup plus à discuter et que nous manquons de temps, vous pouvez en apprendre plus dans mon livre sur les principes pour faire face à un monde en mutation. Et j'ai hâte de poursuivre cette conversation sur les principes économiques sur les réseaux sociaux. Merci. Et que la force de l'évolution soit avec vous.